Voilà, donc nous sommes sur le plateau de Zana TV, question d'actu. Aujourd'hui, le dialogue national lancé par le président Denis Sassou Nguesso, qui convie tous les Congolais, quelles que soient leurs opinions, à débattre deux sujets, la gouvernance électorale et surtout l'avenir de nos institutions. Alors, il y a ici sur le plateau plusieurs personnes. Arsène Poitiers, vous avez écouté le président de la République dernièrement. Qu'est-ce que vous avez tiré en fait de ce message aujourd'hui, notamment sur ces deux points qu'il a proposé en fait aux Congolais de pouvoir discuter? Alors, la question aujourd'hui, il est vrai... Voilà, donc c'est Arsène Poitiers, Thierry Mongala qui parle en ce moment. Aujourd'hui, le gros problème, en sortant un peu de ce débat des constitutionnalistes, il serait intéressant de voir qu'est-ce que le message du chef de l'État, qui a été écouté et qui a eu beaucoup de réactions au Congo et à l'extérieur, quels sont les effets? Ce que moi, en fait, personnellement, la question sur laquelle on est tous d'accord, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au climat congolais, oui, le dialogue, on doit y aller. Ça, c'est vrai. Et il faut dialoguer. Donc, quel que soit le conflit, il faut qu'on parle. Mais ce qui est inquiétant, si on fait l'herméneutique du texte du discours du président de la République, et qu'on arrivait à faire un peu ce qu'on appellerait de l'anthologie du comprendre, on aura, en fait, à dégager un peu de flou. Et ça me rappellerait ce que Martine Aubry disait, lorsqu'il y a un loup, lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, c'est ce loup-là qui crée la méfiance. Quelle est la méfiance? Je veux juste prendre ce que le président de la République a exprimé. Certes, il a parlé, donc la première partie, le président de la République a écouté, ça c'est bien, mais ce qu'il dégage dans son texte. D'abord, le premier mot, on va prendre, ils m'ont tous parlé avec le cœur. Ça, c'est inquiétant. Personne ne lui a parlé avec la raison. Parce que la question aujourd'hui, c'est que nous voulons aller vers un consensuel. Peut-on aller vers un consensuel en parlant du cœur, de l'affectif? C'est une question, et ça me rappelle un philosophe qui disait que l'émotion est nègre et que la raison serait hélène. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, le président de la République a balayé les questions économiques et sociales. Ça, on peut dire que ce n'était pas le moment. Mais la contradiction qui intervient juste après le balayage de la question économique, c'est que le président de la République nous invite à un dialogue sans exclusive, sans préalable, sans a priori. On sera tous d'accord à dire que lorsqu'on veut mentir à un peuple, on commence par lui dire je vais vous dire la vérité. C'est ce que me disait un professeur. Lorsqu'on vous dit je vais vous dire la vérité, c'est là commence le mensonge. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le président nous dit sans exclusive, sans préalable, sans a priori, mais la suite du texte démontre le contraire. C'est-à-dire, le président de la République a défini ce qu'on appelle l'entonnoir. Deuxième chose, il a verrouillé le débat. Troisième point, c'est qu'il y a absence de neutralité. Monsieur le ministre, vous avez annoncé tout à l'heure que les personnes que vous ne les connaissez pas, nous avons tous fait en fait un peu un regard approfondi et détaillé. On se rendra compte que sur les 32 personnes que le président de la République a nommées, ils sont encartés. Ils sont vraiment encartés. Et là, on parle de la commission préparatoire. Préparatoire. Et enfin, le président de la République par 36 personnes qu'il a nommées. Encartés où? La majorité présidentielle. Principalement au PCT. Principalement au PCT. Monsieur le Président. Mais non. Ah, mais si, on sait qu'il y a beaucoup, monsieur. Monsieur Bouka. Monsieur Bouka est président de la CONEL. Il est magistrat originaire de la Cour suprême. Sur quels critères vous considérez qu'il est encarté? Alors, il y a un des pays de lui, il y a qui encore? Quel est le critère qui vous permet de dire qu'un haut magistrat du pays est encarté à la majorité présidentielle? Monsieur le ministre, on ne va pas faire ici un débat d'encartement par rapport aux magistrats, et vous savez très bien que la possibilité, la nomination... La CONEL a été contestée depuis des années. Et que cette commission, monsieur le ministre, vous savez très bien jusqu'où cette commission est déjà contestée. Bref, mais laissez-moi terminer. La dernière partie, c'est la question de la parité, monsieur le ministre. Que le chef de l'État puisse, même si, c'est-à-dire qu'on laisse en même temps à cette opposition qui accepte de jouer ou pas de jeu, mais d'arriver, de poser les bases. Comment peut-on aller à un consensus, à un dialogue, lorsque ce qui constitue le cœur, la colonne vertébrale même de divergence, comme a dit le président, qui nous parle de deux mots entre nuance et divergence, sans nous dire ce qu'ils entendent lui-même par nuance et ce qu'il entend par divergence. Soit. Et c'est quand même aujourd'hui un vrai problème. Et la question
est la suivante ensuite, pour terminer. Voilà, c'est que le pas président, monsieur, voilà, non, ça c'est ma réflexion, nous sommes en train de réfléchir. Allez-y, oui. On se rend compte en même temps, le président de la République nomme une commission paritaire, dirait-il, des experts, qui doivent travailler d'ici 10 jours. C'est-à-dire que dans 10 jours, juste les questions prioritaires de se voir, de se regarder et de travailler entre eux, ça prendra au moins 1 mois. Ensuite, c'est-à-dire la question logistique. Quelles sont les questions logistiques? Dans cette affaire-là, monsieur le ministre, la diaspora a été presque oubliée. Comment est-ce qu'on peut participer activement à ce dialogue lorsqu'on a défini soi-même les contours d'un vrai dialogue et de l'évolution ou encore de répondre à des questions existentielles et politiques de notre population? Voilà, ça reste une question ouverte. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. S'il y a d'autres personnes qu'on n'a pas encore écoutées jusqu'à maintenant, allez-y. Oui, je peux juste Oui, rapidement. en 2 mots répondre à M. Poitiers. Oui. Bon, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour pas faire de procès d'intention encore une fois. Hormis quelques personnalités relativement connues ou assez connues, dont je relève que certaines sont des gens de la société civile, un magistrat n'est pas encarté politiquement. J'ai cité M. Bouquin, on peut citer d'autres personnes qui sont là, qui sont des gens qui sont non encartés et en tout cas pas connus pour leur engagement politique. Donc ça c'est un procès d'intention, ça c'est le premier point. Le deuxième point, le dialogue, je l'ai rappelé tout à l'heure, M. Poitiers, a fait l'objet d'une prise de décret par le président de la République. Ce décret indique que le présidium du dialogue sera paritaire, puisque chacune des tendances sera représentée dans le présidium. Quant au recrutement, entre guillemets, des participants au dialogue, mais c'est quelque chose qui est totalement ouvert. Aujourd'hui, M. Poitiers, si vous le souhaitez, il suffit de vous rapprocher du ministère de l'Intérieur ou de rentrer en contact avec lui et d'indiquer votre disponibilité à participer au dialogue. Il n'y a absolument aucune fermeture. C'est même maintenant que ça se passe. Le ministère de l'Intérieur recueille les propositions de participation des Congolaises et des Congolais qui veulent participer, que ce soit des groupements politiques ou associatifs ou des représentants de la société civile. Donc de toute façon, qu'on le prenne d'une façon ou d'une autre, nous savons qu'aujourd'hui, ce qui est ouvert, ce sont les débats qui vont avoir lieu. Il y a les 2 thèmes qui sont retenus, mais la parole est totalement libre. La parole est totalement ouverte. Chacune et chacun viendra sur les 2 thèmes qui sont inscrits à l'ordre du jour, exprimer son opinion et devra emporter la décision de la majorité des participants au dialogue. Donc, je crois que nous devons cesser les procès d'intention. Je retiens juste ce que vous avez dit et qui me paraît positif. Oui, il faut dialoguer. C'est d'abord cela. De toute façon, c'est le principe. Nous dialoguons et de ce dialogue doit ressortir un consensus. C'est un état d'esprit et je me réjouis que même au niveau de la diaspora, j'en suis issu, vous le savez, que même au niveau de la diaspora, on souhaite participer à ce dialogue-là et c'est un signe d'engagement citoyen. Je suis un de ceux qui se bat ici. Je suis un de ceux qui se bat pour faire que la diaspora participe plus activement et notamment dans les futures institutions, s'il y en avait, participe de manière effective à la vie politique. Et ça, on pourra en parler dans d'autres cadres. Voilà, alors il y a ici sur le plateau Thierry Mongala, donc maître Jean-René Mavungu, que nous avons reçu la semaine dernière en fait sur ce plateau, qui nous a expliqué, lui étant favorable au dialogue et aussi au changement de la Constitution. Alors Jean-René Mavungu, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes quasiment dans votre élément, puisque ce que vous nous disiez la dernière fois, le président l'a quasiment fait, convoquer d'abord ce dialogue et ensuite prévoir un changement de nos institutions? Oui, mais je l'ai déjà dit il y a encore quelques jours lorsque nous étions encore sur ce plateau. Juste pour savoir, est-ce que vous entendez, monsieur le ministre Jean-René Mavungu? J'entends monsieur Mavungu un peu de loin, mais je l'entends. D'accord. Voilà, alors je vais essayer... C'est un avocat, il a l'habitude de prétoire, donc il devrait normalement avoir la voix... Peut-être que vous m'entendez mieux. Tout à fait, oui. Alors, donc, monsieur le ministre, je disais tout à l'heure, au risque de faire une récurrence, c'est que moi je partage l'idéal de ceux qui pensent qu'il y a nécessité certainement de dialoguer. Parce que j'ai toujours dit, c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. Et encore une fois, lorsque je fais une récurrence sur ce que vous avez développé tout à l'heure, je suis d'accord, je partage encore une fois la vision de mon collègue qui est à côté de moi, qui disait qu'il y a nécessité certainement de dialoguer. Puisque au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde cette constitution, et c'est pourquoi il a insisté sur le fait, sur le mot révision ou modification, c'est nécessaire. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a nécessité
peut-être de revenir sur une modification de la Constitution. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à croire qu'il y a nécessité. La première, au risque de revenir sur ce que vous avez dit, la Constitution du 20 janvier 2002 a été votée dans des conditions particulières. Moi, je suis d'accord avec vous. On sortait d'une guerre, vous l'avez évoqué, vous l'avez dit tout à l'heure, et je partage tout à fait cet avis. Il était normal qu'à un certain moment, qu'on puisse prendre les moyens nécessaires pour effectivement faire revenir la stabilité au pays et faire fonctionner les institutions. D'où peut-être la nécessité, en tout cas pour les constituants congolais à l'époque, de ne pas nommer, enfin de ne pas prévoir un poste de Premier ministre. Au jour d'aujourd'hui, ces conditions n'existaient plus. Au jour d'aujourd'hui, il y a la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, les institutions fonctionnent. Donc il y a nécessité, par exemple, de modifier la Constitution. Je n'entre pas dans les détails, plus particulièrement, je ne touche pas à l'article 158, dont nous aurons certainement la possibilité d'y revenir. Mais ce que je constate simplement, et c'est la question que je vous pose au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la manière dont est organisée cette consultation est adaptée par rapport à la société congolaise? C'est-à-dire que on n'a pas eu la possibilité de consulter, en tout cas, la société civile, je vais dire. Enfin, le président a consulté 400 personnes pendant 10 jours. Oui, donc, mais le président a consulté 400 personnes. Mais d'accord, le président a consulté 400 personnes. Tout le monde sait que le président a consulté 400 personnes au niveau du Congo. Il n'y a pas que de Congolais au Congo, il y a des Congolais à l'étranger. C'est un point. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la composition, et je reviens sur ce que disait mon collègue tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, la commission qui a été nommée, effectivement, va répondre aux attentes de la société congolaise dans la mesure où, effectivement, on estime qu'il n'y a que les gens du PCT, mais sinon, en tout cas, les gens de la majorité présidentielle. Alors, bien avant que vous nous répondiez éventuellement, je pense, donc je reprends dans l'état d'esprit ici, ce n'est pas qu'on puisse directement s'adresser à Thierry Mongala, mais au moins qu'on puisse donner chacun son avis. Alors, j'aimerais juste, en fait, pour compléter, oui. Non, mais c'est très important. Oui. On n'a pas eu l'occasion, c'est aussi avec un officiel du Congo, donc je comprends très bien quand on a un officiel comme ça, on en profite. Oui. Et la motivation des uns et des autres. Ce que vous avez pratiqué pendant des années. Oui, je peux répondre aux objections de Allez-y. M. Bakoungou. D'abord, je le remercie d'être arrivé, parce qu'il est arrivé un peu plus tard. Oui. Je voudrais dire ceci. La commission préparatoire n'est qu'une commission ad hoc, qui n'a été mise en place que pour préparer les conditions de la tenue effective, matérielle, logistique du dialogue. Donc ce n'est pas le présidium définitif du futur dialogue national. Le dialogue national, il y a un décret propre qui a été pris par le président, je l'ai rappelé tout à l'heure, et rien que le présidium de ce dialogue est un présidium paritaire, ou en tout cas ouvert à l'ensemble des sensibilités de notre société, depuis la classe politique jusqu'à la société civile et les confessions religieuses et autres. Donc, de ce point de vue-là, la commission préparatoire, comme son nom l'indique, est là pour préparer. Ça, c'est le premier point. On peut toujours dire, il n'y a pas eu assez, il y a plus de ceci, plus de cela. Je le dis encore une fois, à titre personnel, je suis dans la vie politique depuis plus de 15 ans ici à Brazzaville. Je ne connais pas la plupart des gens qui y sont, hormis quelques têtes d'affiche, donc je ne peux pas d'avance savoir même s'ils sont encartés, si idéologiquement ils sont proches de ceci ou de cela. Donc là-dessus, je ferme la parenthèse. Le second point, vous l'avez évoqué, c'est il n'y a pas eu assez de monde qui a été reçu, le président aurait dû. Oui, bon, la perfection n'étant pas de ce monde, était-il possible matériellement, sur le plan logistique, de permettre que la diaspora puisse venir présenter ses doléances pendant les consultations? Malheureusement, ou du moins manifestement, il n'a pas été possible que cela soit fait, mais là, nous avons cette fois-ci le dialogue lui-même. Donc moi je crois que celles et ceux d'entre vous de la diaspora qui souhaitaient en toute ouverture d'esprit et en tout esprit de responsabilité à participer au dialogue, souhaiter participer au dialogue, je crois qu'il faut prendre vos responsabilités et le faire savoir. Je ne vois pas qu'il y ait une fermeture qui dise aucun Congolais de l'extérieur ne peut venir au dialogue. Maintenant, j'entends le fond du problème. Si c'est un problème logistique, bon, je ne suis pas autorisé ni habilité, je ne suis pas la commission préparatoire pour vous dire comment s'organiserait les arrivées de ceci ou cela. Mais je crois qu'il n'est pas
rapprocher des services du ministère de l'Intérieur. Hein. Et je peux même vous proposer aux uns et aux autres, pour ceux qui souhaiteraient y participer, eh bien, tout simplement qu'on continue à échanger en antenne, et moi je serai en mesure d'interroger le ministère compétent et de lui demander dans quelle mesure il peut favoriser l'arrivée d'une ou des délégations de la diaspora. Je peux le faire. Donc il n'y a pas, de ce point de vue-là, de fermeture de principe dans l'esprit des Congolais qui sont ici, à Brazzaville. Bon, le dernier point évoqué par M. Mavungu, oui, il y a des aspects politiques, puisque ce sont les aspects prenants de l'heure, il y a bien entendu les questions économiques et sociales. Là, on n'est pas sur ce mode-là. On est sur le mode de la baisse de la température politique, si tant est qu'il y ait tension, qu'il y ait fièvre, et sur l'avenir des institutions. Bien entendu, les questions socio-économiques sont des questions essentielles et qui sont même les questions principales. Mais le cadre qui a été fixé là concerne deux thèmes qui ont été dégagés des concertations du président. Voilà, par rapport à ce cadre défini par le président de la République, nous avions donc sur le plateau, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Sir Nestor Quié, donc qui est responsable institution, juridique et sécurité de la plateforme Congo-SK. Alors, Sir Nestor Quié, de votre côté, on ne vous a pas entendu officiellement. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Quelle manière vous avez reçu, vous, à Congo-SK, en fait, cet appel au dialogue du président de la République? Est-ce que vous allez participer à ce dialogue? Bon, je vous remercie déjà dans un premier temps. Je vais juste demander au ministre s'il vous entend. Si vous entendez Sir Nestor Quié. Oui. J'entends M. Quié de très loin. S'il peut éventuellement se rapprocher du micro, ça me permettrait de mieux l'entendre. D'accord. Voilà, il vous entend alors. Je vous remercie, monsieur le ministre Mungala. C'est un privilège d'échanger avec les autorités du pays. Pour moi, je crois que c'est la première fois que nous échangeons sur ce plateau de Ziara TV. Je remercie la télévision Ziara TV d'avoir organisé cette rencontre échange. Et je compte revenir sur deux points parce que je vous ai suivi. Je suis venu compte tenu des contingences un peu liées à la canicule sur la région parisienne. Et donc du coup, j'ai été retardé pour arriver dans les studios de Ziara TV. Voilà, mais vous avez été annoncé, dans tous les cas, je vous ai suivi développer, en tout cas un échange dans un premier temps avec Malangou Vivien. Bon, j'ai relevé quand même certaines incohérences. Mais je souhaite déjà a priori réagir sur le dernier point. En ce qui concerne le dialogue, je m'exprime ici en tant que Sir Nestor qui est responsable, donc ça a été indiqué, de la plateforme Congo-SK, qui est une plateforme qui regroupe les structures politiques de la diaspora en France et en Europe, des personnalités diverses ainsi que d'autres associations. Bon, nous sommes aussi la plateforme Congo-SK, nous sommes membres du FROCAD. Le FROCAD, c'est le front, que je vous rappelle, le front. Oui, je connais. Voilà, je tout à fait. Mais si, bien sûr. Je n'en doute pas, monsieur le ministre. Mais c'est juste pour, évidemment, éclairer la population, puisque cette télévision est ardemment suivie sur les réseaux, en tout cas un peu partout. Donc le FROCAD, qui est une plateforme qui a pris ses responsabilités, le FROCAD s'est prononcé. Depuis le mois, je crois, le mois de mars, le FROCAD a émis un mémorandum dans lequel il souhaitait, en tout cas c'était une offre, ça reste sur la table, c'est une offre politique qui permet donc à la majorité présidentielle de se saisir de cette opportunité et convoquer le dialogue. Voyez-vous, monsieur le ministre, le FROCAD, dans je dirais le cœur directeur est le collectif des partis de l'opposition qui avait appelé le 17 août 2012 à l'organisation des États généraux. Ces États généraux cette demande n'a jamais reçu l'écho du président de la République. Aujourd'hui, nous nous félicitons du fait que le président de la République, ayant consulté plusieurs personnalités, des structures, ait pris cette initiative d'appeler au dialogue. Mais ce que nous souhaitons, rapidement, nous au FROCAD, comme à Congo-SK ici sur la plateforme, sur la place de Paris, nous souhaitons que la commission préparatoire, même si vous indiquiez
que tout à l'heure que ce n'est qu'une commission ad hoc. Mais non, monsieur le ministre, voyez-vous, ce dialogue-là, sans faire un procès d'intention, mais ce dialogue semble s'apparenter à la concertation de Brazzaville, donc d'avril 2009, à la concertation des Vaux de octobre-novembre 2011 et celle de Dolisie de mars 2013. Pourquoi je le dis? Parce que jusqu'ici, la majorité présidentielle a convoqué une concertation dans laquelle les commissions avaient déjà été constituées. L'ordre du jour a été décidé et finalement, les discussions qui ressortaient de ces concertations étaient plus ou moins biaisées, indiquées a priori, et n'étaient pas mises en œuvre. Je pourrais vous prendre un seul exemple. En ce qui concerne la dernière concertation de Dolisie, dans laquelle il y a eu l'UPADES de Tchati Mabiala qui a participé à ces consultations, mais ils ont dénoncé au final le recensement administratif spécial. Voyez-vous, le recensement administratif spécial a donné des résultats qui aujourd'hui nous laissent pantois. Hein, je ne vais pas revenir dans les détails. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce que nous souhaitons en tout cas au FROCAD, c'est que la majorité présidentielle, parce que dans l'exécutif, dans la pratique de la démocratie, on pourra y revenir, dans la pratique de la démocratie, en termes de rapport de pouvoir, on suppose la majorité qui exerce le pouvoir et l'opposition. Vous-même, vous savez que le PCT, entre 92 et 97, a été dans l'opposition. Donc aujourd'hui, le PCT est dans la majorité. Mais voyez-vous la petite alternance que vous avez indiquée, je suis déçu de cette connotation que vous donnez. Pourquoi? Parce que ce qui suppose la pratique de la démocratie, c'est quoi? Il y a trois principes fondamentaux sur lesquels tient la démocratie. Il y a la pluralité politique. C'est-à-dire, pour que la démocratie soit effective, il faut qu'il y ait au moins deux partis politiques qui concourent donc au suffrage des populations. C'est le premier principe. Le deuxième principe, voilà. Le deuxième principe, c'est le cas, je n'en disconviens pas. Le deuxième principe, c'est le principe de la représentativité politique. Voyez-vous, nous sommes 4 millions, sinon plus, d'habitants au Congo, et toutes ces personnes ne peuvent pas exercer le pouvoir ni exécutif, ni législatif, ni judiciaire. Donc, il y a transfert de souveraineté au cours des élections, les populations... Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième principe de la démocratie. Et le troisième, c'est l'alternance politique. Donc, quand vous indiquiez tout à l'heure que la Constitution n'avait pas prévu ce que vous aurez pu, en tout cas ce que vous sous-entendez de désordre de la petite alternance, moi, je suis déçu. Parce que on ne peut pas concevoir une démocratie sans alternance. Quand on marche, c'est un pied gauche et un droite alternativement, et c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà quand même sur ces quelques points que je voulais vous interpeller. Je vous remercie. Oui, vous avez, merci, monsieur Kieba. Je voudrais d'abord me féliciter du fait que vous avez rappelé la disponibilité de principe à aller au dialogue, puisque c'est quand même l'élément essentiel. Bon, maintenant, après, il y a des contingences à la fois juridiques, politiques et techniques que vous avez évoquées. Bon, si vous permettez, monsieur le ministre, juste une minute, oui. Le FROCAD, jeudi, je crois, jeudi ou vendredi, a élaboré un texte. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste le rappeler. Je voulais le rappeler, si vous permettez, pour les téléspectateurs. Parce que effectivement j'ai lu le document, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais juste rappeler en deux points. Ce que nous souhaitons au FROCAD, c'est que la commission que vous appelez préparatoire ad hoc, nous souhaitons qu'elle soit paritaire. C'est-à-dire... Voilà. Et vous avez demandé en fait au président qu'il puisse prendre des textes. Si, mais le président, dans ses prérogatives, oui, c'est lui qui appelle au dialogue. Voilà. Le dialogue n'est pas inconstitutionnel. Le dialogue, c'est un moment où le chef de l'État peut solliciter différentes parties, structures pour dialoguer. Voilà. Donc, ce que nous souhaitons, rapidement, ce que nous souhaitons,
Monsieur le ministre, si vous permettez, je termine rapidement si vous permettez. Voilà. Donc, ce que nous souhaitons au FROCAD, évidemment, nous félicitons le fait que le chef de l'État, finalement, s'est résolu à appeler un dialogue. Mais nous avons noté un certain nombre d'insuffisances. Nous pensons que, pour que ce dialogue ne ressemble pas à des concertations que nous avons connues, nous souhaitons que la première commission préparatoire soit une commission mixte, paritaire. Elle devra... Je termine rapidement et comme ça vous pouvez me répondre. Ne vous inquiétez pas, je vous ai suivi jusqu'à la fin. Je voulais juste terminer. Mais c'est juste... Voilà. Donc, J'avais déjà commencé mon propos. Mais je suis disposé, voilà, monsieur le ministre, je vais vous écouter. On va avancer. Je termine juste rapidement, parce qu'il faut que ça soit clair. Je vous entends de très loin, monsieur Guillet. D'accord. Je vous entends. Voilà, pour que ça soit clair, le FROCAD le FROCAD fait une requête, elle souhaite que le président de la République, il a encore le temps d'appeler à une commission paritaire entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est à partir de cette commission paritaire que seront discutés le cadre donc du dialogue, éventuellement la proposition de l'ordre du jour, le statut et les critères de sélection de ceux qui vont participer au dialogue. Voilà. Et les décisions, je termine par là, les décisions. Monsieur, donc, vous n'avez pas me relire votre déclaration, je l'ai lu. D'accord. Voilà. Je crois que vous avez la parole. Vous avez la parole. Voilà. Je vous écoute, monsieur le ministre. Allez-y. Bon, je disais donc tout à l'heure, monsieur Guillet, je félicite l'idée qu'il n'y a pas de refus de principe. Bon, ok. Cela étant dit, la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, vous avez rappelé une concertation, et d'ailleurs ça ne s'appelait pas dialogue, vous voyez bien que la sémantique a son sens, les concertations de Brazzaville, Evo et d'Ostie. Vous avez même rappelé les dates, et c'est très bien. Ces concertations n'étaient pas convoquées par le président de la République. C'était des concertations qui étaient menées à l'initiative de quelques institutions de la République. De mémoire, en 2009, la concertation préélectorale était présidée par le président du Sénat. Et ensuite, on a eu des concertations qui étaient managées par le ministère de l'Intérieur à Evo et à Domicile en 2013. Donc, il s'agissait d'un autre cadre qui était un cadre très ponctuel et qui était lié à un certain nombre d'échéances immédiatement accessibles dans la foulée. Là, je ne sais pas, monsieur le ministre, si vous entendez, je ne sais pas ce que vous sous-entendez, est-ce que le ministère de l'Intérieur n'est pas sous la tutelle du chef de l'exécutif, comme le président du Sénat n'est-il pas il va vous laisser parler. La deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire de la République? Allez-y, vous pouvez parler, monsieur le ministre. Allez-y. Laissez-moi au moins vous répondre. Je dis ceci, je répète, je dis ceci. Là, nous ne sommes pas dans des concertations, nous sommes dans un dialogue national qui a été initié, convoqué, demandé par la population et convoqué par le président de la République. Point. On est dans une autre logique qui est une logique d'ensemble, une logique qui est celle d'une initiative du président de la République. Donc on n'est pas au même niveau. On est dans quelque chose qui, de toute façon, va engager, je dis bien, va engager l'ensemble de la nation, parce qu'au terme du dialogue, il y aura un relevé de conclusion sur les deux thèmes qui sont à l'ordre du jour, la gouvernance électorale et l'avenir de nos institutions, soit statu quo, soit évolution. Donc là, ça se passe devant le peuple et c'est initié par le président et c'est le président qui au final recevra les conclusions de ce dialogue. Donc on est à un autre niveau sur le plan politique et symbolique que des concertations entre une partie de la classe politique et quelques institutions à l'initiative. Donc je voulais quand même éclairer vos auditeurs là-dessus. Deuxième point, on évoque le fait qu'il y a une commission préparatoire qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, pose problème. Bon, le président de la République a pris une initiative qui est celle de constituer une commission. Je le répète, et je suis un membre de la classe politique avec, permettez-moi de le dire, une certaine connaissance des hommes et des femmes qui composent et structurent l'espace politique. Je ne connais pas la plupart d'entre eux, hormis quelques têtes d'affiche. Donc, le procès d'intention qui consisterait à les encarter dans un sens ou dans un autre, pour moi, il n'est pas de saison. Deuxièmement,
le décret qui organise et structure le dialogue prévoit la parité dans le présidium. Donc il n'y aura pas à ce niveau-là une espèce de côté unilatéral dans la gestion, dans la direction du dialogue. Enfin, et je ne sais pas si vous étiez déjà là tout à l'heure, monsieur Pied, mais je le répète, libre à chaque parti en présence, que ce soit des partis ou mouvements politiques, ou que ce soit des associations ou la société civile au sens large du terme, rien n'interdit à qui que ce soit de s'inscrire au dialogue. Il y a des processus et des procédures qui sont prévues au ministère de l'Intérieur. Donc, je crois que ce qui compte, maintenant que nous connaissons les deux thèmes, vous êtes tout à fait dans votre droit. Si vous estimez que le seul point qui vous concerne, vous intéresse, c'est la gouvernance électorale, eh bien, venez dire ce que vous avez à dire sur la gouvernance électorale. Et si le second thème intéresse d'autres Congolais, eh bien, ils diront ce qu'ils ont à dire sur ces thèmes-là. Donc, le président a pris en compte tout ce qui est ressorti des préoccupations des uns et des autres. Certains ont comme préoccupation les deux, c'est-à-dire gouvernance et évolution des institutions. Certains estiment qu'il n'est pas nécessaire de faire évoluer les institutions ou de ne pas faire évoluer la gouvernance électorale, mais le président de la République a pris en compte les deux préoccupations parce que les deux traversent de part en part la société congolaise, que ce soit la classe politique ou tout simplement nos compatriotes. Donc après, la perfection n'est pas de ce monde, monsieur Guy. On peut tout à fait considérer qu'il valait mieux faire autrement, ou il fallait mieux faire plus, il fallait faire ceci ou cela. Ça, on est d'accord. La seule question qui compte, c'est de venir au dialogue et d'exprimer son opinion et de faire avancer pour le profit et le plaisir de nos compatriotes ces deux questions qui sont essentielles pour notre démocratie et pour la stabilité du pays. Voilà, dans le cadre de cet échange, si Ernest Turquier a... Je voulais juste rebondir sur sur les deux derniers points. Il faut juste, on va avancer plus qu'on a d'autres sujets rapidement, puisque ça va aller dans le même sens en fait, rapidement. Voyez-vous, monsieur le ministre, je vous remercie. Moi, je crois à la vertu du dialogue, de l'échange, parce que comme le disait mon frère en face, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Les deux points qui ont été... je dirais, indiqués dans les deux décrets qui sont sortis le 1er juillet, vous les avez rappelés, la gouvernance électorale et le fait de faire évoluer ou non les institutions. Des institutions. Bon, il y a quand même une chose, moi je souhaite, franchement, je souhaite que ça soit clair. Qu'est-ce que vous appelez institution et qu'est-ce que ça veut dire les faire évoluer? Pourquoi je dis cela? Je termine rapidement. Nous, à l'opposition, en tout cas avec tous ceux qui travaillent avec nous, nous ne sommes pas bornés, nous ne sommes pas dogmatiques. On n'a jamais pensé que cette constitution était inscrite dans le marbre et on ne pouvait pas la faire évoluer. Oui. Cette constitution, le législateur a prévu les conditions de sa révision. Je dis bien révision. Révision suppose que on puisse lister un certain nombre de choses. La Constitution a 191 articles. Le titre 1 relatif à l'État, donc au territoire, qui est la République. Le titre 2, etc. Voilà. Donc, les 191 articles, le législateur a prévu que moins de 25% soient verrouillés. Pourquoi verrouiller? C'est pour garantir la stabilité du territoire, la paix, le fonctionnement des institutions. Oui. Mais cette constitution, elle est modifiable, elle est révisable, sauf le titre 1, le titre 2, sauf l'article 57 et l'article 185. Les choses sont claires. Et je termine rapidement par l'article 86 qui stipule que le président de la République, s'il estime nécessaire de réorganiser les pouvoirs publics, il peut prendre, il a l'initiative de la loi, il peut prendre soit la loi, soit un projet de référendum qui éventuellement devra être soumis au Conseil constitutionnel pour vérifier de la conformité ou non du projet. Voilà, donc l'article 86, permet de faire évoluer en cours de mandature un certain nombre de dispositions. Mais quand on parle de faire évoluer les institutions, de changer la Constitution, moi je pense que c'est une
c'est une confusion qui est très dangereuse parce qu'elle risque de nous amener à des lendemains vraiment sombres. Voilà ce que je tenais à préciser. Alors, pour éviter... Monsieur Makosso, je voudrais, parce que dans le flot des discussions, comme je ne prends pas de notes, oui. j'écoute, j'essaie de prendre de tête, j'ai oublié de reprendre quand même en 2 mots une des objections formulées par M. Kié tout à l'heure, qui a dit qu'il était choqué par le terme petite alternance que j'avais employé. Donc je voudrais quand même préciser ce que moi j'entends par petite alternance. En l'occurrence, les régimes démocratiques, vous avez raison M. Kié, s'appuient sur ces 3 piliers que vous avez évoqués. C'est évident, hein, la compétition électorale libre, le caractère représentatif des élus qui sont l'émanation du peuple et bien entendu le principe de l'alternance qui s'inscrit dans tous les textes. Quand moi je parle de petite alternance, c'est dans le cadre institutionnel actuel. C'est-à-dire que je dis, je le répète, je ne sais pas si vous étiez arrivé... Si, je vous ai suivi pendant ce temps-là. Il était là, J'étais là, je vous ai suivi. Oui. Ah, il était là. Voilà. D'accord. Bon. Je dis ceci, c'est que pour moi l'alternance, elle est parfaite, elle est pure et parfaite quand le président élu ou la nouvelle équipe qui s'installe aux affaires a les moyens juridiques, politiques et institutionnels de gouverner et d'appliquer son programme. Or, dans le contexte institutionnel actuel et compte tenu des échéances législatives qui viendront que 12 ou 13 mois après l'éventualité de l'élection d'un président d'opposition, je conçois et malheureusement je constate que nous risquons d'avoir un président qui soit élu mais qui n'ait pas les moyens tout de suite d'appliquer ce projet pour lequel les Congolais l'auraient élu. C'est dans ce sens-là que je parle de petite alternance. Pas petite au sens péjoratif, mais petite au sens de l'incapacité qu'il aurait, lui, de mettre en place son action politique. François Hollande a été élu en France, il est élu le 6 mai, le 21 mai ou le 22 mai, il est opérationnel, il a un gouvernement installé, ce gouvernement agit, il attend les législatives qui ont lieu dans la foulée, et il a des moyens institutionnels et politiques derrière. Donc, je veux dire par là, on est dans une alternance pure et parfaite. Chez nous, compte tenu de ce problème institutionnel, de ce décalage des élections, et du contenu même de la Constitution avec les rigidités qu'on a évoquées, j'aperçois un risque que cette alternance soit une alternance petite au sens de l'incapacité institutionnelle et politique à gouverner pour ce président et pour ses équipes. C'est dans ce sens-là. D'accord. Une négation du principe. Comme la clarté est faite sur ce vocable de petite alternance, je prends acte de cela. Mais vous êtes sans ignorer que en France, par exemple, il a eu un moment où les pouvoirs politiques se sont retrouvés pour harmoniser la durée des mandats. Le mandat présidentiel devait être égal au mandat législatif. C'est pour coller à ce que vous avez appelé l'alternance parfaite, même si parfait, c'est entre guillemets. Mais voyez-vous, la constitution la constitution de la 5e République en France, on n'avait jamais envisagé une cohabitation. D'ailleurs, quand l'UMP, en tout cas le RPR de l'époque et le parti de Valéry Giscard d'Estaing avait gagné, l'UDF avait gagné les élections législatives de 86, il fallait nommer un Premier ministre qui n'était pas donc du bord du PS, donc du président François Mitterrand. Et un certain nombre de constitutionnalistes, de juristes pensaient que cette constitution allait se bloquer. Heureusement, la pratique de cette cohabitation, la première et même la deuxième en 93-95, a finalement donné de la force à cette constitution-là. Donc, il n'empêche que demain, dans le cas où, parce que la constitution, que vous le vouliez ou pas, c'est un texte qui est là, que nous devons respecter. Je sais que vous le respectez, cette constitution-là. Mais la constitution a prévu, a priori, l'alternance, puisque l'article 57 limite le nombre de mandats à 2, ce qui suppose que celui qui tient l'exécutif, après 2 mandats, donc il a le devoir de sortir de l'exécutif. Non, mais après, la clause limitative du nombre de mandats n'est pas une alternance systématique.